Deuxième partie du libre journal de la Nouvelle Droite avec David Lépée. Bonjour cher David. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Crisis depuis le numéro 50 et vous venez nous parler de ce numéro 51, tout nouveau numéro de cette revue Crisis fondée par Alain de Benoît il y a une trentaine d'années. Vous nous parlez d'amour. C'est formidable. Alors, avec une couverture, c'est Fragonard et le verrou. Racontez-nous ce choix. Oh, alors le choix, comme à chaque fois, a été compliqué, motivé par différentes considérations iconographiques, de maquettes et autres. Fragonard, il s'inscrit dans le genre pictural qu'on appelle les noces galantes, qui joue un petit peu sur toutes les variations de l'éros, qui met en scène certaines formes de courtoisie propres à l'époque, de marivaudage plus exactement. On a les pèlerinages à l'île de Cythère, qui sont un lieu commun de cette peinture. On a les escarpolettes, c'est ces petites balançoires sous lesquelles disons, le regard s'égare. Et celle-ci est très connue. Alors, elle a été même au cœur d'une polémique il y a quelques années suite à une exposition de Fragonard qui a mis cette œuvre en avant sur son affiche. Elle s'appelle Le Verrou, puisque c'est un petit peu le loquet qu'on aperçoit en haut à droite de l'image. Et on l'a choisi, alors non pas pour tabler sur cette polémique un peu déjà refroidie, parce que ça aurait été un peu facile, encore qu'on assume tout à fait d'avoir choisi cette œuvre, mais parce que ça exprime un petit peu cette zone trouble entre le oui et le non, qui est le propre un petit peu de l'abandon amoureux, où on voit effectivement une femme qui s'abandonne tout en protestant, comme parce qu'il convient de protester quand même. Ça paraît depuis des siècles dans la littérature amoureuse et la peinture une évidence. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins parce que sous l'influence de certaines théories anglo-saxonnes, on parle notamment aux États-Unis de la consent theory, la théorie du consentement. C'est ce qui aboutit, par exemple, sur les campus américains au fait d'inciter fortement les étudiants et les professeurs aussi à signer et faire signer des espèces de contrats de consentement avant de commencer à flirter avec qui que ce soit. Bon, ce qui est censé prémunir contre des abus, voire des violences, mais ce qui est surtout une manière de faire l'amour sans le faire, puisque c'est ce mode binaire et contractualiste convient assez peu à la chose. Quels ont été vos axes? Quelle perspective nouvelle et originale apportez-vous à ce traitement du sujet? Le principe même de la revue, c'est qu'on a souvent des axes très ouverts dans la mesure où ce qu'on demande à nos contributeurs, c'est de réagir non pas à une idée, non pas à une thèse, mais à un mot. C'est toujours comme ça que se présente le numéro de Crisis. En plus, un mot avec un point d'interrogation. Par un point d'interrogation, ce qui ouvre beaucoup de voies possibles. Ce qu'on demande à nos contributeurs, évidemment, c'est de nous proposer des textes de qualité, mais qui soient dans le thème, dans le sujet. Et c'est le cas de tous ces textes. Bien, sans surprise, on a quand même une grande variété d'approches, puisque pour parler d'amour, on peut en parler en tant que, je ne sais pas, que biologiste, que théologien, que philosophe, que poète, qu'historien ou qu'historien de l'art. On a des considérations d'ordre linguistique et philologique, des choses liées à l'histoire, et notamment à l'histoire des religions, au symbolisme, et puis quand je parle d'histoire, c'est à la fois l'histoire européenne, mais aussi l'histoire orientale, puisqu'on a un article sur l'amour malheureux dans l'Inde ancienne, d'Anthony Keller, les références à la philosophie antique, notamment au platonisme avec Francis Emmanuel, et puis beaucoup de choses liées ou à la littérature. On a un texte de Francis Vancitan sur Delteil, auteur assez peu connu, que d'ailleurs moi je ne connaissais pas avant de le lire. Gilles Debot, spécialiste de Rebattet, nous a fait quelque chose sur l'amour et ce qu'il appelle le contre-amour dans les deux étendards. Ludovic Maubreuil, qu'on peut lire aussi régulièrement dans Éléments, nous a fait quelque chose sur le cinéma. Et Alain Delannoy aussi, article tout à fait très spécifique mais très intéressant sur le cas d'un film, le film Her, sur l'amour avec les intelligences artificielles qui posent de grandes questions ontologiques et métaphysiques. Et là, voilà, anthropologiques. Ce qui me vient à l'esprit. Et anthropologique, voilà. Donc, vous voyez, il y a des approches très différentes, du poète jusqu'à l'homme de science. Vous nous l'avez dit en entrée de cet entretien, avec en particulier la question du consentement et
et du contrat qu'il faudrait signer pratiquement avant de passer à l'acte, si je puis dire. Il y a ce contexte de défiance entre les sexes, il y a le contexte d'un féminisme outrancier, on le voit dans les universités américaines, mais on le voit maintenant en Europe. Est-ce que finalement, malgré ce contexte-là, l'amour a radicalement changé en ce début du XXIe siècle par rapport à ce qu'il était il y a un siècle ou deux ou 10 Est-ce que c'est un changement finalement apparent et qui est le résultat simplement de l'action de quelques activistes? C'est un peu peut-être inquiétant que dès qu'on se met à parler d'amour, on se sente obligé de mentionner le féminisme ou d'en faire la critique parce que ce serait une résistance au déploiement des sentiments. Encore que dans le numéro, c'est essentiellement Anne Trouby de l'association des Antigones et de Nicolas qui en parle le plus. J'en dis aussi un petit mot parce qu'on voulait pas faire un numéro là-dessus. Ce serait dommage d'être uniquement dans la polémique, la charge critique. Mais on est puis ce serait leur donner trop de poids finalement. Je pense pas que ça ait fondamentalement changé. Il faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Il faut un peu prendre du recul et voir notre époque sur un plan un peu plus macroscopique. Éventuellement, la forme culturelle change. Ça, c'est pas nouveau. Elle n'a cessé de changer dans l'histoire humaine. Néanmoins, ce qui a changé, mais je pense à court terme, c'est une certaine inhibition, surtout chez les jeunes gens, moins expérimentés, qui est inhibition qui vient de cette idéologie de ce sexuellement correct, qui tend à rendre les relations plus compliquées, plus problématiques, plus polémologiques, avec toujours en embuscade des avocats, des psychanalystes ou des policiers. C'est pas les meilleurs partenaires pour le flirt. Mieux vaut un confident qu'un psychanalyste ou un flic. Je suis pas inquiet outre mesure sur le long terme parce que le naturel, même si la forme et le culturel évolue, la naturelle reprend toujours ses droits. Néanmoins, c'est un vrai combat parce que à chaque fois qu'on a des tentatives de modification anthropologique radicale, même si elles échouent à chaque fois, il y a quand même souvent une génération sacrifiée, parfois deux. Il se trouve que c'est grosso modo la génération aux enfants, donc il est important de s'en préoccuper quand même et de continuer à porter cette critique qui a des accents un peu, je dirais un peu libertaire. Oui. Je me sens pas particulièrement libertaire, mais c'est conjoncturel tout ça. Face à cette chape de plomb, à ce puritanisme, par réaction, on ne peut être que libertaire, c'est normal. Face à la prétention, et ça peut être l'axe un peu politique du numéro, la prétention des autorités à s'ingérer dans les affaires intimes. Voilà, parce que on n'est pas forcément libertaire si on s'oppose à ça. La moindre des choses, parce que la forme institutionnelle que prend cette levée de bouclier féministe, comme vous le dites, c'est une judiciarisation de tous nos rapports privés, c'est une ingérence de l'État ou du judiciaire, parfois dans des choses qui devraient relever de interindividuel et souvent même de l'intime. Contre ça, la morale n'a pas sa place partout à partir du moment où les choses se passent entre adultes consentants et que la véritable violence n'intervient pas. Vous signez vous-même un article important intitulé Altérité et séduction. Est-ce que c'est le problème aujourd'hui dans l'approche des questions de l'amour, c'est notre difficulté à penser l'altérité, la diversité au sens non politiquement correct du terme, à penser l'autre. C'est là où l'idéal d'égalité s'égare à nouveau, puisque c'est un malentendu qui a déjà peut-être depuis les premières théorisations de cette question-là au XVIIIe siècle, c'est assez vieux, mais qui a pris une forme un peu radicale aujourd'hui, où on a tellement peur de l'inégalité corollaire de formes de domination ou d'oppression qu'on a l'impression qu'il faut la désamorcer à la racine, c'est-à-dire dans la différence, dans la distinction. Comme si on n'arrivait pas à imaginer, ça c'est ce que j'appellerais la vision différentialiste, une distinction qui ne soit pas hiérarchique, qui ne soit pas suprémaciste, comme le serait la domination masculine, par exemple, ou féminine. Hein, c'est ça. Et alors que je pense justement ce qui est souhaitable d'accepter cette distinction sans un inévitable corollaire inégalitaire et dominant. Pour désamorcer ça à la base, on aimerait recréer des rapports de séduction sans la différence.
Or, c'est très difficile parce que c'est beaucoup moins attrayant, parce que c'est beaucoup moins excitant et que ça ne fonctionne pas. Je relativiserai le péril de cette tentation un petit peu puritaine, dans la mesure où on vit dans une société un peu schizophrène, mais cette schizophrénie est peut-être un signe de liberté et de variété. C'est qu'en même temps, on a une idéologie officielle qui passe par le monde universitaire et intellectuel et qui se traduit parfois sous forme de loi, qui est relayée par les médias et par les politiques. Et de l'autre part, on a une culture populaire qui, aussi racoleuse soit-elle, aussi parfois mauvaise soit-elle, prend le contre-pied de ça en exaltant la différence sexuelle. Alors, il y aura peut-être des manières plus intelligentes de l'exalter que ce qu'on voit dans les clips de rap ou dans certaines modes vestimentaires. Néanmoins, il faut aussi voir le bon côté des choses. Ce que certains verraient comme un certain mauvais goût, et certains n'hésitent pas à dire un certain mauvais goût réactionnaire, puisque réactionnaire par rapport à l'idéologie indifférencialiste, eh ben, ces manifestations-là sont quand même des manifestations de résistance, même si finalement elles sont peut-être dictées uniquement par le marché, hein, il n'y a pas de résistance réelle, mais en répondant à un besoin, notamment un besoin des jeunes générations, c'est une manière aussi pour eux, même si je souhaiterais qu'ils le fassent autrement, mais de tenir tête à ce qu'on essaye de leur enseigner dès l'école, quoi. C'est une manière il faut trouver un équilibre là-dedans, quoi. Donc cette difficulté de penser l'égalité dans la différence, dans les différences. Et finalement, Anne Trouby, vous avez évoqué Anne Trouby, donc présidente des Antigones, qui est intervenue déjà sur cette antenne, sur Radio Courtoisie, et qui porte un autre discours sur la féminité, qui est fondé sur la complémentarité homme-femme. Et cette complémentarité homme-femme qui est inhérente à l'amour. Ouais. C'est à peu près ce que je dis aussi, mais j'ai fait figurer ce texte d'ailleurs juste après ou avant le mien, parce que bon, on est d'accord sur l'idée de complémentarité, on est en désaccord sur d'autres choses, dans la mesure où elle fait plutôt un éloge de la proximité, de la ressemblance, à travers notamment une critique de l'altérité obligatoire, du métissage obligatoire, de tout un ensemble d'injonctions morales. À sa manière, elle illustre plutôt un petit peu le proverbe qui se ressemble s'assemble, qui est précisément le proverbe que j'attaque dans mon article. Elle le fait très intelligemment et sans qu'on se soit concerté. Donc j'ai reçu son texte après avoir écrit le mien et je le trouvais très bien. Je trouve que ces deux textes qui se complètent tout en s'opposant vont assez bien ensemble et j'invite nos lecteurs à les lire à la suite d'ailleurs. Oui, ce sont des éclairages différents, des angles différents, et c'est la richesse de cette revue Crisis depuis sa création. Alors vous parlez vous-même de préserver, je cherche le terme préserver le vivre ensemble des sexes à la française. Vous qui êtes suisse, alors qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble des sexes à la française ? Bon, moi qui suis suisse roman, au risque de provoquer un peu, j'ai envie de dire nationalement suisse et culturellement français. Ça va un peu, c'est dans notre histoire, donc je m'inclus dedans. Hein. Oui. Quand je parle de culture française, ça dépasse la nation, c'est un peu plus que ça. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la modernité qui est la nôtre, ce vivre des sexes à la française, basé donc sur l'altérité et la séduction, et j'ai envie de dire sur la séduction par l'altérité, les deux vont de pair, eh bien, on l'a vu à travers toute l'histoire sous des formes très différentes. Ça peut être sous les formes les plus chastes, comme sous les formes les plus libérées sexuellement. Ça peut être la chevalerie et l'amour courtois au Moyen-Âge. Ça peut être le libertinage des classes de l'aristocratie dans le siècle des Lumières. Ça peut être le romantisme. Ça peut être ensuite les années de la dite libération sexuelle dans les années 70. Tout ça a une coloration française malgré ces différences. Alors on pourra me dire, mais quel point commun entre ces manifestations culturelles extrêmement différentes? Eh ben, le point commun, c'est qu'elles sont toutes fondées sur la séduction et sur la séduction par la différence des sexes. Or, aujourd'hui, dans cette France mondialisée et ouverte à tous les vents, ce vivre ensemble des sexes est battu en brèche de deux côtés, par le haut, par cette idéologie dont on a déjà parlé auparavant, cette idéologie anglo-saxonne, néo-féministe, indifférencialiste, qui est puritaine, qui voudrait vraiment criminaliser le commerce des sexes au nom de l'égalité, et par le bas, par un autre puritaniste, alors
d'un point de vue complètement différent, voire opposé, qui est l'influence de l'islam, donc un puritanisme religieux, assez souvent misogyne, il faut bien le dire, pour qui évidemment le flirt et l'amour libre sont des choses pas forcément faciles à accepter. Alors, on est réduit à se vivre ensemble, mais je pense qu'il est important, tout en ayant une tolérance de part et d'autre, de protéger, de défendre ce mode de vie, parce que il semblerait, on le voit aujourd'hui par comparaison, que c'est encore celui qui fonctionne le mieux, ou le moins mal en tout cas, et que c'est celui, en plus du point de vue du statut de la femme, qui est sans doute le plus profitable, parce qu'elle évite à la fois la domination patriarcale des religions, je vais dire des religions archaïques, mais simplement des monothéismes ordinaires, et à la fois la défiance et l'hostilité des idéologies de la déconstruction. C'est la galanterie aussi, finalement. Tout à fait. Et je cite dans mon article un très bon livre que je profite pour le recommander, qui s'appelle Galanterie française de Madame Claude Habib. C'est vraiment l'ouvrage de référence sur l'histoire de la galanterie depuis ses plus lointaines origines jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un bréviaire pour nous rappeler ce que nous n'avons pas à perdre et ce qui nous reste à construire et à faire venir. Finalement, si je prends, c'est un peu anecdotique ce que je veux dire, mais si on laisse la place, si on laisse son siège de métro à une femme, ça peut pratiquement être une agression aujourd'hui. Alors, certaines théoriciennes féministes appellent ça du sexisme bienveillant. Oui. Contrairement au sexisme hostile qui serait l'insulte, le machisme, voire la violence physique, le sexisme bienveillant, la galanterie donc, serait une courtoisie destinée à minorer la femme, à la remettre à sa place et à la maintenir dans un rapport de dépendance à la fois physique et affectif. Si le sexisme ou le machisme peuvent dire à la fois une chose et son exact opposé, on ne sait plus où se situer. C'était d'ailleurs un peu aussi la thèse d'Eugénie Bastier dans son livre Adieu Mademoiselle il y a quelques années, en disant mais si en plus en plein contexte multiculturel d'un certain ensauvagement, appelons les choses par leur nom, en plus on se permet de criminaliser ce vivre ensemble à la française qui pourrait tout à fait être enseigné aux nouveaux arrivants, si on le rend aimable, si en plus on criminalise ça, quelle sera l'alternative à ça? Ce ne sera pas du tout l'égalité rêvée par les féministes, ce sera l'ensauvagement. Ce sera une domination machiste, alors qui, elle, n'aura rien de bienveillante et qui ne prendra pas de gants. Voilà, faut voir si on préfère justement des hommes qui laissent leur place dans le métro ou d'autres hommes qui ne se lèvent même pas, qui restent les yeux sur leur téléphone portable et qui ne comprennent pas le principe même de distinction qui les obligerait à faire un geste, une exception et à avoir une attitude distincte selon le sexe de la personne à laquelle ils ont affaire. Un très beau numéro, David Lépée, dédié... Oui, je dirais, si je peux juste mentionner, parce qu'il y a une innovation dans ce numéro, c'est que on a publié un texte un peu plus littéraire vers la fin, un texte de Pierre Cormary, qui collabore à différentes revues, qui est gardien de musée au civil, et que le sujet a beaucoup inspiré, mais sous une forme un peu différente. C'est un peu on va dire un bonus, une parenthèse ou une récréation à la fin de cette lecture quand même assez érudite. On a une nouvelle d'inspiration autobiographique autour du thème de l'amour qui est fort bien écrite et en plus assez drôle. Oui, d'un adolescent, d'un souvenir d'adolescence dans le Var en 1987. C'est ça, c'est tout à fait effectivement amusant et très bien écrit. On attend les prochains numéros, David, numéro 52. Voilà, on l'espère bientôt. Ce sera consacré à la philosophie. On est en train d'y travailler. J'en profite pour dire à nos auditeurs que si certains, qu'ils soient philosophes ou non, parce que c'est un méta-sujet, si certains se sont appelés par développer ce thème dans une spécialité ou une autre, qu'ils n'hésitent pas à me contacter ou à contacter la revue Crisis. L'appel est donné. Donc Crisis numéro 51, Amour, point d'interrogation. Vous le trouverez sur le site de la revue Éléments ou le site de la Nouvelle Librairie, sans aucun problème. Merci beaucoup, David. Merci, Thomas. À bientôt. Au revoir. À bientôt.